Dans ce vidéo du chapitre 44 de mes notes de cours, je résous une première situation tirée de la section 4.6 de Séguin, section intitulée Le champ magnétique généré par un long fil rectiligne. Il s'agit de la situation 1, intitulée elle-même La superposition des champs magnétiques. On peut prendre connaissance de la situation à la page 377 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit que c'est déjà, même si c'est la première situation que Séguin propose pour les champs magnétiques générés par un fil, cette situation-là fait déjà appel au principe de superposition. Ça aurait peut-être été préférable de commencer une première fois par calculer le champ magnétique créé par un seul fil, quoi qu'on va le faire dans le problème, parce que quand on superpose, on fait comme si que chacun des fils serait indépendant si on veut. Donc, en deuxième lecture, identifions nos données. J'ai choisi de le faire sous forme d'un tableau. On nous donnait toujours les coordonnées d'un fil quelconque, donc X, Y pour moi, I pour mon indice pour différencier mes différentes choses. On me donnait le courant qui circule sur ce fil-là. Et à la fin, on s'apercevait qu'on me posait une question concernant, on me demandait de calculer le champ magnétique créé par la combinaison des fils. Donc l'indice, c'est juste un chiffre. XY, c'est ma position en mètres, le courant en ampères et le champ magnétique en Tesla. Donc le premier fil, le fil 1, passe par l'origine. Ça veut dire qu'il est en coordonnées 0, 0. Et il porte un courant de 4 ampères. Courant qui est orienté, selon le texte, dans le sens positif de l'axe Z. Donc, on me donne des coordonnées X, Y, et on me dit que le fil est orienté selon Z. Je pense qu'on va aller immédiatement sur le dessin pour voir comment j'aurais interprété cette donnée de problème-là. Première des choses, j'aurais dessiné mon axe XY. Et en 0, 0 de XY, j'ai un fil qui est selon l'axe Z positif. Donc, à la coordonnée 0, 0 ici, en 3 dimensions, j'aurais l'axe Z standard. De façon standard, on dessine l'axe Z qui est sortant de l'écran. Ben, j'aurais le fil I1, le courant qui serait sortant de l'écran à cet endroit-là. Donc, le fil, là, il se dirige vers nous lorsqu'on regarde l'écran. Je vois juste un point, là, mais c'est un fil qui est sortant de l'écran. Le deuxième fil, on me dit qu'il passe, lui, aux coordonnées X3 et Y0 et qu'il porte un courant de 8 ampères dirigé dans le sens négatif de l'axe Z. Donc, ma deuxième coordonnée, c'est ce qu'on voyait ici tout à l'heure. Donc, au point 3, 0, j'ai un autre fil qui rentre dans l'écran. Donc, je le représente comme ça. Le courant est rentrant dans l'écran. Donc, mes deux fils, si on les regarderait de haut, on verrait deux lignes. Je mettrais mon œil en Y, là, je verrais deux lignes parallèles, mais là, je les regarde de face, je vois juste deux points. Finalement, à la fin du texte, on me parle qu'on veut calculer en un point de l'espace, un point de coordonnées 3, 2, quel est le champ magnétique à cet endroit-là. Donc, on ne me donne pas, il n'y a pas de fil à cet endroit-là. J'ai marqué non applicable pour ça, mais mon inconnu, c'est justement le champ magnétique. Alors que je ne m'intéressais pas aux deux autres champs magnétiques, fait que j'ai marqué non applicable, quoique je vais les calculer, parce que je vais vouloir les superposer. Fait que je vais calculer les valeurs ici. Un problème simple que je pourrais mettre à l'examen, c'est de calculer justement le champ magnétique créé juste par un des deux fils, quand même à ce point-là de l'espace. Donc, ça aurait été un point d'interrogation lié juste au premier fil, par exemple, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, bon, prochaine chose que j'ai mis sur le dessin, c'est probablement mon point P ici. Donc, pratiquement tout est illustré sur le dessin, sauf le champ magnétique. Là, si je veux montrer le champ magnétique au point P, ben, je devrais me demander aussi quel est le champ magnétique. Comme j'ai déjà mentionné, on va appliquer le principe de superposition. Il faut faire le problème séparé, dire au point P, I1 créerait un champ magnétique, puis au point P, I2 créerait un autre champ magnétique, et je vais les additionner. Donc, dans un premier temps, j'ai dessiné le champ magnétique créé par I1. Ben, il faut comprendre, je mets mon point fermé dans l'écran, le pouce est sortant vers moi, c'est-à-dire que le champ magnétique représente mes doigts tournants. Le champ magnétique par le fil I1 a cette orientation-là. À la distance P, ben, ça forme un cercle. C'est la même valeur de champ magnétique sur tout ce cercle-là, mais évidemment, moi, je vais m'intéresser juste à sa valeur au point P. Le deuxième fil, lui, est rentrant. Donc là, la main doit être tournée. Le pouce doit rentrer dans l'écran, si on veut, puis mes doigts tournants vont être dans l'autre sens. Ça, c'est mon B1. Avant de montrer I2, excusez, j'ai ajouté B1. Donc, il est tangentiel à cet endroit-là. On va faire l'autre rond
de I2. Fait que vous voyez, lui est dans l'autre sens. Il passe par le point P. Donc, à cette même distance-là, j'ai toute la même intensité de B. Et je vous rappelle, j'avais mis une longueur de 5 pour B1. Je m'étais gardé du jeu parce que je voyais que I2 était beaucoup plus intense. Donc, j'allais faire un vecteur I2 plus long. Puis en plus, je suis plus proche du fil, donc aussi plus long. Fait que je voulais me garder de l'espace. Et là aussi, il va être tangentiel à mon cercle au point P. Donc I2, pas I2, mais B2 plus long à cet endroit-là. Le B résultant, déjà graphiquement, pour bien comprendre le problème, ben, on l'a fait avec le laboratoire sur le champ électrique. Je peux additionner ces deux champs-là. Fait que graphiquement, c'est la méthode du parallélogramme. Je fais une droite ici parallèle à B1. À partir de B1, je fais une droite parallèle à B2. Et le coin, ces deux vecteurs-là s'additionnent pour donner le B résultant qui serait dans le coin ici, le BP, le B au point P serait représenté par le vecteur qui est ici. Là, c'est sûr, je l'ai fait graphiquement, mais ça serait mieux de calculer, ben, on va le faire, calculer une valeur pour B1, pour le vecteur B1, calculer une valeur pour le vecteur B2 et de les additionner mathématiquement pour avoir une vraie valeur. Évidemment, quand on additionne des vecteurs, on les additionne selon X, selon Y. Donc, je vais avoir à dire que le problème se décortique, se calcule initialement selon X, selon Y, puis qu'après ça, je peux les additionner. C'est pour ça que, malgré que j'ai ça en tête, que je l'ai mis en rouge différent pour dire, je comprends le problème qui va avoir cette allure-là, mais mon point d'interrogation, c'est le BP qui est ici. Bien, le BP va se calculer à partir de sa composante selon X puis sa composante selon Y. Là, mon point d'interrogation, ma réponse finale, j'ai besoin de connaître BPX puis BPY. Donc, j'ai besoin de recomposer le vecteur, donc de calculer le module d'un vecteur à partir de ces deux composantes. Donc, je annexe sur les vecteurs que j'applique à BP. Donc, BP, c'est sa composante x au carré plus sa composante y au carré. J'ai une équation et trois inconnus, aucun chiffre en lien avec les données fournies. Prochaine étape, si je vais avoir un chiffre ici, c'est parce que ça me prendrait des chiffres là et là. Et ça, c'est des composantes selon x et selon y du champ résultant au point B. Ben, c'est là, ça, cette équation-là, sous forme vectorielle, on ne l'utilise jamais. C'est plutôt qu'on va faire cette addition-là en x et en y. Donc, je vais la faire justement pour x. Donc, mon principe de superposition, ce que je vais réellement utiliser comme principe de superposition, c'est de dire ben, que le B résultant selon x, c'était B1 selon x plus B2 selon x plus toutes les autres B. Donc, ça, on le retrouve dans le formulaire pour le chapitre 44. Donc, la forme vectorielle n'a pas d'intérêt pour faire des calculs. C'est la forme décomposée en x, y, z qui va avoir de l'intérêt pour faire les calculs. Donc, là, je viens d'utiliser la version x pour trouver ma composante selon x. Et on va faire la même chose pour la composante selon y. Donc, c'est la formule que je vous avais montrée ici avant même de la transcrire. Je l'applique, je cherche BPX est égal à les différents vecteurs qui vont le composer. Donc, je vais avoir réellement B1x puis réellement B2x. Mais je n'ai rien d'autre. Et surtout, B1 n'est pas selon l'axe des x, donc je suis obligé de le calculer de façon conventionnelle puis d'écrire que je n'ai pas sa valeur comme telle. Mais B2, lorsqu'un vecteur est directement soit sur le vecteur, sur le x, ou même genre de comportement lorsqu'il serait directement sur le y, ben lui, je n'ai pas besoin de continuer à traîner le x. J'écris soit que c'est plus B2 parce qu'il est dans le même sens que x, ou j'écris que c'est moins B2 parce qu'il est dans le sens opposé à x, ce qui n'est pas le cas ici. Lui, je ne peux pas faire la même chose. Là. Il n'est pas totalement sur l'axe des y ou x. Dans ce cas-ci, c'est plus selon x. Donc, il n'est pas totalement sur l'axe des x. Ben, je suis obligé de passer par sa composante officielle selon x. Évidemment, c'est ma deuxième équation que j'écris, puis j'ai pas de valeur pour ça. Donc, j'ai augmenté de 2, j'étais à 5 inconnus. On va régler tout de suite, parce que c'est dans le même genre de formule, le BP selon y. Donc, ma résultante selon y, c'est la somme de tout ce qui pourrait composer, toutes les B qui pourraient le composer. C'est pour ça qu'on a plus le 3 petits points. Mais appliqué à ce problème-là, ben, il y en a juste 2. Donc, mon B au point P selon y, ben, c'est le premier selon y. Et lui, étant donné qu'il est à angle, je dois le réécrire comme ça.
plus B2 selon Y. Le B2, ben, il n'est pas du tout selon Y. Donc, ici, il se remplace déjà par un 0. C'est ma troisième équation que j'écris. Et ça a rajouté une nouvelle inconnue, 6 inconnus. B2, je vais avoir une formule pour calculer les B. Mais B1x puis B1y, avant de pouvoir calculer, il faudrait qu'ils soient exprimés en fonction de B1. Ben ça, c'est de dire justement B1x puis B1y, comment que ça se calcule des composantes. Donc, la composante d'un vecteur, dans l'annexe sur les vecteurs, une composante selon x se calcule comme ça. Appliqué à mon problème, donc c'est le B1x. Le module, c'est B1 fois le cos de θ B1. Donc, l'angle officiel pour le B1, l'angle de ce vecteur-là qui est en haut ici. L'angle par rapport à l'axe des X. Ça va me prendre également la composante selon Y, donc B1Y, à partir de la formule de la composante d'un vecteur selon Y. Donc, c'est B1Y multiplié par le module B1 fois le sin de θ B1. Donc, j'ai écrit une quatrième et une cinquième équation. Ça a fait apparaître officiellement le B1. Donc, je passe à 7 inconnus. Puis, le θ B1, 8 inconnus. Quand j'ai écrit un Y, ben, j'utilisais les mêmes choses. Donc, je suis resté au même nombre d'inconnus. Mais là, au moins, j'ai B1 clair, puis j'avais déjà B2 clair. Donc, je vais pouvoir utiliser finalement la formule à date, là. Ben, le principe de superposition est quand même lié un petit peu à ce chapitre-là, mais il y a plein de choses qu'on peut superposer. Donc, cette méthode-là, là, ça s'applique à différentes choses. On pourrait superposer un champ électrique, on peut superposer une force électrique. Il y a plein de paramètres qu'on peut superposer, plein de grandeurs vectorielles qu'on peut superposer. Mais là, maintenant, c'est le temps de calculer des B. Donc, avec la formule du présent chapitre. Je ne retourne pas dans le résumé, mais c'est la formule principale qu'on a vue jusqu'à maintenant dans le résumé, comment calculer le B d'un fil. On l'applique pour B1. Donc, B1, mu0, c'est une constante. On va prendre son I1 qui vaut 4, divisé par 2π. Malheureusement, je ne connais pas son R1. Hein? Le rayon qui est ici, on va le faire afficher, le rayon de ce cercle-là ne correspond à aucun des chiffres qui est ici. C'est les rayons, c'est la distance entre ça et ça. On va voir qu'on peut le trouver par un triangle rectangle, mais pour l'instant, ça correspond directement à aucun des chiffres qui est ici. Donc, c'est ma sixième équation que j'ai écrite, puis ça m'a rajouté une inconnue. La même formule de physique, je peux l'appliquer pour le B2. Donc, c'est 4π fois 10 à la moins 7. Lui, son courant, c'est 8, divisé par 2π, divisé par R2. Mais cette fois-ci, quand je regarde le rayon de ce deuxième cercle-là, ben, il correspond à la coordonnée P, si on veut, il correspond aux 2 qu'il y a ici. Là. La distance qu'il y a entre le centre du cercle et le point P, ben, c'est directement une distance de 2. C'est pour ça qu'ici, je n'avais pas un rayon inconnu, j'ai un rayon de 2. Donc, c'est ma septième équation et je suis resté à 9. Maintenant, je vais régler le R1 qui est ici. Je vais probablement vous montrer plus spécifiquement la géométrie qui est associée à ça. Ce triangle-là, on pourrait le retrouver dans la partie d'en haut. Là. Je ferai un triangle qui part d'ici, qui s'en va à P, qui redescend, puis qui revient. Mais il y a un côté qui correspond à la coordonnée 3, puis il y a un côté qui correspond à la coordonnée 2. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses sur le dessin en haut. Là. Je l'ai remontré ici. Donc, ma coordonnée 3, ma coordonnée 2. Moi, je cherche le rayon. Ça correspond au rayon de mon cercle. Donc, je fais le théorème de Pythagore. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Appliqué à ce qu'on a ici, ben c'est R1 au carré est égal le XP, ça c'est la coordonnée 3 qui est en bas ici au carré, puis le YP c'est la coordonnée 2 qui est au carré. Donc, je viens d'écrire une huitième équation et j'ai 9 inconnus. Et là, ben, on pourrait se demander si on a fini. Quand on a plusieurs équations comme ça, on peut se demander s'il nous manque quelque chose. Là, je repars à l'envers. Ici, je peux calculer un chiffre. Ici, je pouvais calculer un chiffre. Ici, en mettant mon R1, que j'ai obtenu un chiffre, je peux calculer un chiffre. Je continue à remonter. Mon B1 est connu maintenant. Pour avoir un chiffre, oups, ça me prendrait θ B1. Puis je vous rappelle, par définition, quand j'utilise l'algèbre vectorielle de base, la définition d'un angle est toujours donnée par rapport à la direction indiquée par x. Donc, ça me prend l'angle entre ce petit vecteur-là, que j'ai de la misère à attraper, et
l'axe des X. J'utilise le même dessin pour le montrer. L'axe des X, c'est le pointillé qui est ici. Donc, ça me prend l'angle, puis j'ai poursuivi avec un pointillé pour avoir plus d'espace. Ça me prend l'angle θ B1 qui est indiqué ici, que je ne connais pas, que je n'ai pas dans les chiffres d'en haut. Pour le trouver, la seule référence que je peux faire, c'est encore avec les coordonnées 3, 2, si on veut, parce que je peux connaître facilement l'angle qui est dans le triangle rectangle du coin ici. Et cet angle-là, je peux le reporter en haut ici. Mais ça ne correspond pas à l'angle de mon vecteur. Sauf que c'est le même angle que je retrouve ici. Fait que mon θ B1, ça va être 90 degrés plus ce petit angle-là, parce que ce petit angle-là se retrouve là. Hein? Puis comment qu'on fait pour être sûr que ce petit angle-là se retrouve là? Ben, si vous tournez ce pointillé-là de 90 degrés, il se retrouve. J'essaie de l'attraper ici. Puis si vous tournez la diagonale qui est ici, que j'essaie d'attraper, que j'ai beaucoup de difficultés, j'ai finalement réussi. Donc, si vous tournez la diagonale de 90 degrés, elle se retrouve là. Donc, s'il y avait 90 degrés entre ces deux lignes-là, puis je les tourne toutes les deux de 90 degrés, s'il n'y avait pas 90 degrés, mais s'il y avait l'angle θP entre ces deux choses-là, puis que je tourne mes deux lignes de 90 degrés, θP se retrouve ici. C'est le théorème des écarts que vous avez dans l'annexe sur la géométrie, là, avec des belles couleurs. Si jamais vous avez de la misère à bien saisir là, cette géométrie qui est ici, là, allez voir là, dans l'annexe sur la géométrie, là, le théorème des écarts. Donc, il faudrait que je connaisse le θP pour pouvoir connaître le θ B1. C'est probablement ce qui est écrit ici. J'ai commencé par faire l'analyse de géométrie. θ B1, c'est le θP plus 90 degrés. Là, je l'ai écrit deux fois. C'est pour montrer que si je voudrais juste connaître les concepts, en jaune, il faudrait quand même que je présente ce concept-là. Il est basé, il est utilisé pour calculer ma réponse. Et au contraire, si je voudrais avoir juste ce qu'il faut pour pitonner dans une calculatrice, il faut que je pitonne la ligne. Donc, j'ai écrit deux fois la même ligne, là, mais c'est pour montrer qu'elle a deux utilités. Il me manque le θP. Donc, le θP, cette fois-ci, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, la définition de la tangente me permet de le calculer. Tangente θP est égale à côté opposé, il vaut 2, sur le côté adjacent, il vaut 3. C'est ma 10e équation et 10 inconnus que j'écris. Par le compte des inconnus, je pense qu'il est terminé, mais je pourrais remonter. Je vous rappelle que quand je remontais, j'étais bloqué ici, parce que ça me prenait une valeur de θ B1. Maintenant, j'en ai une valeur de θ B1 avec les deux équations. Donc, j'ai des valeurs pour B1X, B1Y, ce qui veut dire que j'ai une valeur pour BPY, ce qui veut dire que j'ai une valeur pour BPX, parce que j'ai une valeur pour B1X, puis B2, on avait une valeur, on a calculé tous des chiffres. Donc, quand j'ai des valeurs pour ça puis ça, je peux les recomposer pour obtenir. Donc, ça m'apparaît tout résolu. Soit que je fais comme je viens de faire, je remonte en faisant tous les calculs un par un, puis, ou j'utilise une calculatrice qui va toutes les faire d'un coup pour moi. Ce qui est montré dans l'équation ici. Donc, je les ai toutes saisies d'une seule fois. C'est sûr que ma boîte me permet d'en saisir seulement 6, mais après ça, je peux en rajouter sur ma ligne. Puis remarquez que je les ai saisies à l'envers. Souvent, moi-même, je les teste tranquillement, pas vite, pour voir si j'ai la bonne réponse. Je fais une équation au départ pour voir si j'ai une réponse qui a de l'allure ici, puis je continue. Donc, c'est sûr que là, il faut avoir l'habilité de la calculatrice, mais mathématiquement, je me suis fait une démonstration que ça arrivait bien. Remarque, si jamais, je ne veux pas que vous comparez avec les solutions de Séguin, mais Séguin s'était contenté de calculer BPX puis BPY, là, de calculer ces deux chiffres-là, puis d'exprimer ça, de dire, dans le fond, ma résultante, c'est cette valeur-là fois I, puis plus cette valeur-là fois J. Dans la vraie vie, je pense pas qu'il y a personne qui s'intéresserait à savoir qu'un champ magnétique, c'est une partie de champ magnétique fois I, plus une autre partie de champ magnétique fois J. Moi, ce que je veux connaître, c'est la vraie valeur de champ magnétique, combien ce qu'il vaut au total, et je veux savoir dans quelle direction qu'il est. C'est sûr que déjà, j'avais donné une idée de la direction ici, mais je ne sais pas si j'avais mis les bonnes valeurs avant de faire mon addition graphique. Donc, on sait quand même qu'il risque d'être dans cette direction-là. Mais si je veux la vraie direction, je peux le calculer. C'était pas demandé, puis je l'ai pas fait. Je l'ai fait, mais je veux dire, dans la première partie, je vous en ai pas parlé. Mais si je m'intéresse à l'angle, c'est l'angle d'un vecteur. C'est sa composante Y sur sa composante X.
Et ces choses-là étaient données dans le calcul. Donc, à ma calculatrice, moi, j'avais même ajouté une dernière équation. Puis, ça me retournait l'angle du vecteur qui